introduction et Cameron va vous présenter par la suite. La mort de George Floyd en mai 2020 a été un symbole déclencheur et a renouvelé les mobilisations de Black Lives Matter aux États-Unis, mais a aussi eu une répercussion transnationale. En France, il y a eu un renouvellement dans les mobilisations contre les violences policières, décriées comme systémiques et portées par un racisme structurel. Il y a eu une reconfiguration des mouvements sociaux portés par des figures comme le comité Adama, mais aussi une reconfiguration du monde universitaire et des positions des partis politiques. Cette reconfiguration fait d'ailleurs débat sur la compatibilité du message et des moyens d'action de BLM avec le cadre républicain français en général. Le slogan Black Lives Matter nous incite à lire le passé et le présent de l'histoire de l'État français au prisme de la question raciale, au sens où la race aurait été une catégorie constitutive de l'action publique de l'État français. Et la recherche historique contemporaine sur l'État colonial et post-colonial peut alors être utile, dans ce cas, aux mouvements sociaux. Aujourd'hui, l'équipe de Melalil a le grand plaisir de recevoir 3 universitaires enseignants à Lille pour parler de ce sujet dans le cadre de la seconde édition de la Black History Week. Donc, nous avons le plaisir de recevoir Sarah Mazouz. Sarah Mazouz est une sociologue chargée de recherche au CNRS. Vous avez publié La République et ses autres, politique de l'altérité dans la France des années 2000 en 2017, Entre accueil et rejet, ce que les villes font aux migrants en 2018 et Race en 2020. Audrey Célestine, vous êtes maîtresse de conférences en sociologie politique et études américaines à l'Université de Lille. Vous avez publié La Fabrique des identités, l'encadrement politique des minorités caribéennes à Paris et New York en 2018, Une famille française, de Dunkerque aux Antilles en passant par l'Algérie en 2018, et en 2020, Des vies de combat, femmes noires et libres. Et vous, Olivier Estève, vous êtes un professeur des universités en culture et politique des pays anglophones. Vous êtes membre du CERAPS et de l'Université de Lille. Vous avez publié Le multiculturalisme britannique au XXIe siècle, Enjeux, débat politique en 2017 et la question raciale dans les séries américaines en 2014. Bon, eh bien, merci. On va peut-être commencer si ça vous va. Je te laisse la parole, Audrey. Oui. Oui, bah merci beaucoup. Merci beaucoup à l'association pour cette invitation et cette possibilité de dialoguer avec mes deux collègues. Du coup, ce que je vais faire, c'est peut-être rappeler face à votre... Voilà, il y avait beaucoup de choses dans l'introduction à la discussion, et peut-être du coup rappeler quelques éléments sur le mouvement Black Lives Matter auquel je me suis intéressée avec mon collègue historien Nicolas Martin-Breteau, qui est aussi de l'Université de Lille. En fait, il y a quelques années, on s'est tous les deux intéressés à ce mouvement et au paradoxe qu'il semblait y avoir à voir l'émergence d'un mouvement comme celui-là, un très large mouvement social qui avait pour objectif de mettre au jour et de démanteler la violence institutionnelle dirigée contre les minorités raciales aux États-Unis, alors même qu'on avait le premier président noir, alors qu'il était dans son deuxième mandat, mais malgré tout, qu'on avait un président noir aux États-Unis. Et du coup, d'avoir ce mouvement extrêmement important, considéré comme le mouvement le plus important depuis le mouvement pour les droits civiques des années 50 et 60, pouvait constituer une sorte de paradoxe qui nous semblait intéressant de regarder. Ce qui nous intéressait également, c'était de comprendre finalement pourquoi ça émerge à ce moment-là, qui était une voix légitime autour de ces questions-là, qui se positionnait, quand on regarde l'échiquier politique américain sur les questions de racisme, quel type de critique contre le Parti démocrate était également porté dans le cadre de ce mouvement, et quelle critique en fait de l'establishment politique à un moment où non seulement le président était africain-américain, mais également un certain nombre de maires de grandes villes aux États-Unis. À ce moment-là, on n'avait jamais eu autant de représentants noirs au Congrès également. Donc voilà, c'était un petit peu tout ça qui nous semblait intéressant de regarder. Dès le départ, ce qui est intéressant avec Black Lives Matter, c'est que c'est un mouvement qui s'est vraiment pensé et construit comme un réseau horizontal d'organisations militantes locales qui travaillaient dans un certain nombre de communautés. Je passe de villes, de petites villes, de quartiers, etc. Et même si des leaders émergeaient, donc on avait l'émergence d'une sorte de nouvelle génération de leaders,
on avait quand même une structure très décentralisée qui facilitait la multiplication de voix nouvelles, de voix dissidentes par rapport aux anciens du mouvement pour les droits civiques et à leurs héritiers directs. Et puis on avait des répertoires d'action qui étaient un peu différents, c'est-à-dire qu'on avait un très gros usage des réseaux sociaux, par exemple, de Twitter, d'Instagram, et un rôle important de tout ça dans les mobilisations collectives. Et ce qui était également intéressant, c'est que le moment Black Lives Matter, il intervient dans quelques années après tous les mouvements Occupy, qui avaient vraiment mis les inégalités économiques au cœur de la mobilisation. Et là, on était face à un mouvement qui offrait un éclairage, il nous semblait, encore plus large de la crise multiforme qui, selon les militants, voilà, gangrène la société américaine depuis au moins le début des années 2000, depuis voilà, ce moment d'accroissement des inégalités important dans le contexte états-unien. Et donc, en fait, on avait un point d'entrée qui était la question des violences policières contre les minorités, mais en fait, des discours et des formes de dénonciation qui étaient beaucoup plus larges que cela. Ce qu'on a essayé de regarder, c'est la manière dont Black Lives Matter créait des langages, la manière dont ça créait des pratiques, des espaces nouveaux pour dénoncer l'ensemble de ces problèmes et proposer des solutions. Ce qui est également intéressant, c'est que voilà, dans ces constats et dans ces objectifs, dans sa structure et dans son déploiement, Black Lives Matter essaie vraiment enfin voilà, il y avait une volonté très explicite de la part des leaders et des militants d'avoir un mouvement intersectionnel. Donc je pense que Sarah pourra peut-être revenir justement sur la notion, et en tout cas qui est entendu par les militants de manière un peu double, qui avait à la fois dans la manière d'analyser la société états-unienne et d'essayer de trouver des solutions, l'idée de croiser des analyses en termes de race, d'ethnicité, de classe, de genre, de sexualité, de nationalité, parce qu'il y avait pas mal de choses qui étaient faites aussi, par exemple, sur des personnes enfin, ce qu'on appellerait en France des sans-papiers, des personnes d'origine africaine ou caribéenne qui n'avaient pas de papier. On avait un certain nombre de choses on a notamment une campagne, moi, qui m'avait pas mal marqué autour de la déchéance de nationalité des Haïtiens présents en République dominicaine. Et donc ça, c'est une des premières campagnes transnationales de Black Lives Matter. Donc on avait vraiment, du coup, l'idée d'essayer de comprendre une structure de domination qui se caractérisait par plusieurs formes d'oppression qui se renforçaient mutuellement. Il y avait vraiment tout cela. Et puis il y avait par ailleurs la volonté de combattre cette structure de domination, mais en essayant de ne pas établir de hiérarchie entre les causes, ce qui est très compliqué en pratique, et avec plein d'initiatives locales, de mobilisation politique locale. Du coup, très clairement, avec ce type de prétention, c'est très ambitieux de vouloir monter un mouvement comme celui-ci. En pratique, ça s'est confronté à des enjeux stratégiques importants. Voilà, c'est quoi la lutte à mener en priorité? Qu'est-ce qu'on met en avant au départ? Et très clairement, enfin, Black Lives Matter, c'est un mouvement qui s'est fait connaître et qui a notamment dépassé les frontières états-uniennes, notamment grâce aux réseaux sociaux, avec les questions de police et de justice, avec au premier chef la figure du jeune homme noir violenté par la police, tué par les policiers, etc. Et qu'il fallait parvenir à la fois rentrer par cet enjeu-là, sans pour autant ne pas se mobiliser sur la question des violences contre les femmes. Donc il y a toute une campagne qui s'appelle Say Her Name, qui avait également été montée parce que les femmes noires sont aussi victimes de violences policières. Après, il y a une réflexion plus générale sur les violences policières en général et sur le fait que en fait, plus de la moitié des gens qui se font tués par la police aux États-Unis ne sont pas noirs. Les noirs sont surreprésentés, mais ce n'est pas la majorité de ces populations. Donc du coup, d'adresser cet enjeu et d'essayer d'analyser la place de la police dans la société états-unienne, parce que globalement, être un citoyen lambda est un risque important, encore plus grand si on est noir, mais est un risque. Et du coup, voilà, il y avait on essayait vraiment de construire des revendications comme cela. Et puis ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait l'idée de mise en avant de figures qui sont traditionnellement marginales ou invisibles dans les mouvements noirs aux États-Unis, les femmes qui sont très, très importantes
dans le mouvement pour les droits civiques. Là, l'année dernière, on a eu toute une année de commémoration du centenaire de l'octroi de la victoire du gain du droit de vote pour les femmes aux États-Unis. Et puis là, l'historiographie récente montre à quel point les militantes afro-américaines ont été très très importantes dans l'obtention de ce droit, alors même qu'elles n'ont ce droit effectif qu'une quarantaine d'années plus tard. Mais du coup, les femmes, elles sont importantes et c'est pas récent, donc c'est pas tout nouveau. Mais ce mouvement met en avant des figures féminines qui étaient plutôt invisibilisées jusque-là. Il y a également la mise en avant de profils militants différents. Deux des trois fondatrices du mouvement, même si le terme de fondatrice pour le mouvement Black Lives Matter, il est un peu compliqué. Mais en tout cas, dans les trois figures qui sont généralement présentées comme les fondatrices de Black Lives Matter, deux de ces trois femmes se présentent comme queer. On a des militants homosexuels qui sont également mis en avant. Et du coup, il y a là aussi une volonté de montrer l'hétérogénéité des acteurs du mouvement. Ce qui révèle aussi des tensions d'âge, des tensions de classe à l'intérieur de ce mouvement, parce que ces trois femmes dont je vous parle, c'est aussi des femmes diplômées du supérieur. Il y a aussi dans les leaders une part importante de personnes qui ont non seulement un bachelor, mais également un master, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont très diplômés, etc. Et donc le mouvement, à partir de 2016, on a comme une cinquantaine d'organisations qui se sont mises ensemble, qui se sont organisées plus formellement dans une coalition qui s'appelle The Movement for Black Lives, et là encore avec une volonté d'avoir un mouvement intersectionnel. Dans l'introduction, vous parliez de ce qu'a, de la mort de George Floyd et ce que ça avait fait en fait au mouvement. Et de fait, à partir du début de la présidence Trump, on était quand même dans une période très, très hostile à l'encontre de ce mouvement. Alors c'était autant sous Obama, alors même qu'il y avait un certain nombre de problèmes, il y avait quand même la possibilité d'un dialogue politique, une task force, enfin une sorte de comité avait été monté par Obama autour des questions de réforme de la police, etc. À partir du début de la présidence Trump, Black Lives Matter a été présenté comme un mouvement, quasiment comme un mouvement terroriste. Il y a eu ça a vraiment été un contexte politique beaucoup plus compliqué. Une libération non seulement de la parole raciste, mais une forte augmentation des actes de violences racistes aux États-Unis, une très très forte augmentation du risque de terrorisme blanc suprémaciste. Donc on s'est vraiment trouvé dans une période où le mouvement, dans les faits, a été beaucoup moins vocal, parce qu'il y avait, enfin, le danger à se mobiliser était bien plus grand. Et puis à partir de la mort de George Floyd, c'est vrai qu'on a toutes ces mobilisations, toutes ces manifestations qui se font, et puis on a quelque chose qui se passe dans l'opinion publique, avec voilà, un certain nombre de personnes qui affirment soutenir le mouvement Black Lives Matter. Alors, avec de très grosses divisions partisanes, hein, très clairement, pour plus de 80% des républicains, les manifestations Black Lives Matter étaient surtout un prétexte pour avoir des activités criminelles, hein. Il y avait vraiment voilà, c'était vraiment envisagé comme ça, alors que chez les démocrates, on voyait qu'il y avait un soutien important. Et en fait, au mois de juin, on s'est retrouvé au maximum de soutien pour le mouvement, avec presque 70% de la population américaine en général qui disait soutenir Black Lives Matter. C'est un chiffre qui a beaucoup baissé en 3 mois. Dès le mois de septembre, on avait un chiffre qui était beaucoup plus bas, mais on était quand même à des niveaux de soutien qui n'avaient jamais été obtenus jusque-là, et qui montraient que malgré tout, il y a, pour un certain nombre d'Américains, puis il y a d'autres indices qui le montrent, il y avait quand même une vertu pédagogique à ce mouvement, et beaucoup de gens comprenaient davantage le racisme en termes systémiques. On entendait du coup ces termes-là dans la bouche d'acteurs qui jusque-là ne les auraient pas employés. Du coup, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé là, mais avec clairement voilà, des divisions partisanes très fortes dans le rapport au mouvement Black Lives Matter. De manière un peu plus fondamentale, et c'est peut-être une manière de faire le lien avec ce qui se passe avec un contexte général français, c'est qu'il y a un certain nombre de critiques qui ont été qui ont été formulées à l'encontre du mouvement. On a une critique
d'une frange centriste du Parti démocrate, hein, on pourrait dire, et qui renvoie à des choses qu'on peut entendre aussi en France, avec une critique générale dans l'idée que le mouvement Black Lives Matter, c'est un peu un abandon du commun au profit de logiques particulières, que finalement, en fait, on serait dans des intérêts particuliers au lieu de défendre, et que c'est finalement, Black Lives Matter est une nouvelle manifestation d'un abandon par le Parti démocrate des classes populaires au profit des minorités, comme si les minorités ne pouvaient pas, n'étaient pas dans les classes populaires. Et puis, avec voilà, l'idée que le commun, la citoyenneté, c'est quand même ce qui est essentiel, avec du coup une appréhension extrêmement lissée et, et anhistorique de la citoyenneté américaine, qui est une histoire d'exclusion et pas du tout une histoire progressive d'inclusion au fur et à mesure des gens. L'histoire de la citoyenneté américaine, c'est une histoire d'exclusion, c'est une histoire d'avancée suivie de recul, et du coup, dans cette critique sur cette citoyenneté commune qui aurait été abandonnée au profit des minorités, on se demande voilà, à quel âge d'or exactement on se réfère, parce qu'à aucun moment, ça n'a été voilà, une espèce de summum de l'inclusion. Moi, je pense particulièrement à un ouvrage qui a eu un impact fort à la fois aux États-Unis, mais également en France, qui a été traduit extrêmement rapidement. L'ouvrage de Marc Lilla, qui a été traduit en France sous le titre La gauche identitaire, et qui voilà, a une vision assez erronée et pauvre de ce que c'est que la citoyenneté états-unienne. Et donc voilà, mais malgré tout, ça nourrit une espèce de critique de Black Lives Matter, c'est les identités, c'est l'identitarisme et les intérêts particuliers contre les intérêts communs, contre le bien commun. Ce qui, je pense, est une critique très mauvaise foi et très faible, mais qui a quand même un impact. Et puis, voilà, il y a une critique autour autour aussi de l'abandon d'une perspective davantage en termes de class politics, qui est encore une autre critique, qui n'est pas exactement la même. Ce n'est pas une critique en termes de commun, mais une critique en termes de class politics. Et c'est vrai qu'on a voilà, un certain nombre d'auteurs, d'intellectuels qui mettent en avant le fait qu'il y a clairement une surreprésentation des populations minoritaires, et en particulier des Noirs américains dans les populations qui sont le plus tuées par la police, susceptibles d'aller en prison, etc., mais que ça ne touche pas de manière égale les individus selon la classe d'appartenance, selon le zip code, selon l'endroit où ces gens habitent, ce qui est une réalité, mais qui du coup ne va pas du tout, à mon sens, à l'encontre du discours général de Black Lives Matter. Et puis, il y a une troisième critique qui est un tout petit peu plus sophistiquée, qui est intéressante aussi, je pense, qui est portée par des intellectuels américains qui sont un peu dans l'espèce de lignée intellectuelle, enfin, un héritage intellectuel du Black Power Movement, etc., et qui avance du coup cette idée que ce que le mouvement porte d'enjeux de reconnaissance, en fait, de Black Lives Matter. Il faut que les uns et les autres reconnaissent que les vies noires comptent dans le contexte américain, qu'en fait, que cela ne peut pas être un objectif en soi, parce que cette reconnaissance-là, sans changement radicaux du système politique et économique, en fait, ça ne fera pas grand-chose. En fait, il y a cette idée que on ne peut pas réduire les siècles de racisme, de ségrégation, de colonialisme, etc., aux États-Unis à une incapacité à apprécier la valeur des vies noires, et qu'en fait, donc, il y a une perspective du coup qui est clairement révolutionnaire, et qui peut être critique au moins de certains aspects de Black Lives Matter. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment un mouvement qui essaye de mettre ensemble tellement beaucoup de choses, et et qu'en fait, toute une frange de Black Lives Matter prend complètement en compte cette critique-là. Et qu'une frange de Black Lives Matter ne se situe pas dans la politique électorale et a une perspective qui est aussi révolutionnaire. Ce qui fait que voilà. Mais en tout cas, je trouve que c'est une critique qui est intéressante, qui permet malgré tout de faire avancer le débat, de voir un débat un peu plus informé sur les enjeux entre reconnaissance et changements plus radicaux,
et qu'on est en fait dans l'ensemble du débat public, on est assez loin de ça quand même dans le contexte français, où on est vraiment, je trouve, enfin je pense, peut-être que mes collègues nuanceront ou ajouteront des choses, mais on est vraiment bloqué sur cette espèce de critique que je qualifiais de démocrate centriste, sur le mode on abandonne ce qui est commun au profit de ce qui est particulier. Et qu'on retrouve en fait dans le discours de Biden au moment de l'investiture il y a 2-3 semaines, avec son appel à l'unité. Alors on a un grand appel à l'unité, la nation qui a besoin de se soigner, de venir ensemble, mais en fait, l'importance de s'écouter les uns les autres, mais en fait, face au danger suprémaciste blanc, qui est-on censé écouter? Enfin, voilà, est-ce que l'écoute mutuelle est suffisante? Est-ce que on peut vraiment régler le racisme systémique en s'écoutant les uns les autres? Enfin, vraie question. Du coup, voilà, je m'arrête là. Mais voilà, si vous avez des questions, des demandes de précision, n'hésitez pas. Merci beaucoup Audrey pour cette présentation extrêmement claire. Je vais peut-être me permettre de faire 2-3 petites remarques pour essayer d'éclairer ou d'apporter quelques petites notes de bas de page, on va appeler ça comme ça, et poser peut-être 1 ou 2 questions à Audrey. Après, on passera effectivement à la présentation de Sarah Mazouz. D'abord, ce que je retiens en fait de ta présentation, c'est quand même principalement les enjeux de défense, de promotion de la dignité humaine de ces personnes-là. Et je pense que Black Lives Matter doit vraiment être pris au sens d'abord littéral du terme en fait. Hein. Ce sont les vies noires et les corps noirs et les esprits noirs qui comptent tout autant que les autres. Hein. C'est extrêmement simple de le dire et de le rappeler, mais je pense que c'est très important. Et ça s'inscrit également, et ça fait écho d'ailleurs aussi au travail de Nicolas Martin-Breteau à travers le sport, hein, à travers l'émancipation par le sport. Et ça fait écho effectivement à l'histoire du mouvement pour les droits civiques. Je vais me permettre de partager cette image, si c'est OK de votre côté. Lorsque Martin Luther King a été assassiné, il défendait effectivement les grévistes, donc les éboueurs grévistes à Memphis, et un des slogans qui était utilisé, c'était « I am a man ». Donc l'idée, c'était que l'enjeu, c'était de montrer effectivement aux institutions que ces travailleurs noirs étaient des êtres humains à part entière, au même titre que leurs concitoyens blancs. Donc le premier point qui est extrêmement simple et que Audrey a bien rappelé, à mon avis, c'est celui-là. Le deuxième élément auquel je suis assez sensible, c'est cette référence au genre, en fait. Et alors justement, je parlais de cet ouvrage avec les organisateurs et organisatrices de l'événement, avant de commencer. Donc Jean Theoharis rappelle bien comment en fait elle utilise cette expression qui je pense est de plus en plus souvent utilisée, sauf erreur de ma part, qui est celle de Jane Crow. Jane Crow faisant référence en fait à l'occultation au sein du mouvement des droits civiques eux-mêmes du rôle très influent qu'ont eu les femmes noires au sein du mouvement. Et Jean Theoharis montre bien comment, par exemple, il y a une lecture très caricaturale du destin politique de Rosa Parks, premièrement, pour laquelle d'ailleurs elle a produit une biographie politique elle-même, et aussi une sorte d'occultation finalement du rôle central qu'a eu la femme de Martin Luther King, donc Coretta Scott King, à côté, d'ailleurs avant Martin Luther King, avant que sa carrière politique vraiment explose. Et puis voilà, donc ce sont des éléments qu'elle développe, à mon avis, avec beaucoup de bonheur. Et cette expression, me semble-t-il, Jane Crow est intéressante de ce point de vue-là. Alors, juste peut-être une petite précision rapide par rapport au parallèle que tu fais entre Occupy, le mouvement Occupy, et puis le mouvement Black Lives Matter. Je me souviens d'avoir étudié avec des étudiants sur un séminaire sur le populisme là récemment, une conférence de Cass Murdoch, qui est un théoricien en fait du populisme assez connu, et qui raconte bien comment en fait quand il était prof dans un collège dans l'Indiana, il parlait du mouvement Occupy Wall Street et personne savait que ça existait en fait. Et il raconte bien comment en fait les personnes qui connaissent Occupy Wall Street, ce ne sont finalement que ses collègues dans l'université américaine, et que les gens aux États-Unis ne connaissent pas Occupy Wall Street, même si le mouvement Occupy Wall Street brandit le slogan de « We are the 90%. Quoi. Et donc, l'idée à travers ça, c'est de rappeler plutôt, qu'à mon sens, je peux me tromper, hein, mais le mouvement Black Lives Matter est un vrai mouvement populaire,
alors que le mouvement Occupy, de fait, est finalement un mouvement assez élitaire, qui est quand même largement constitué de personnes donc, actives au sein de la gauche, et notamment justement des collègues eux-mêmes donc, qui sont universitaires, quoi. Alors, j'avais 2 questions rapides en fait, pour Audrey. Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être 2 ou 3 mots de plus par rapport à ce qui semble être finalement ces républicains modérés qui ont une vague sympathie pour le mouvement Black Lives Matter? Est-ce que c'est ces personnes qui en fait pensent que voilà, il y a une cause légitime qui est défendue par ce mouvement, parce que je pense que c'est sans doute extrêmement important. Est-ce que tu as 2 ou 3 autres éléments à donner là-dessus? Et puis peut-être pour les personnes qui vont écouter ce podcast ou le regarder, peut-être de dire 2 ou 3 éléments par rapport à 2 ou 3 éléments structurels par rapport à la police aux États-Unis et la police en France. C'est-à-dire que pour le commun des mortels, finalement, en France, qui s'intéresse à ces questions-là, il y a différents parallèles qui sont faits entre voilà, États-Unis, George Floyd, France, Adama Traoré, violence policière et donc racisme systémique. Mais en fait, il y a 2 ou 3 éléments liés aux institutions policières, mode de recrutement, ce genre de choses, syndicats, qui vaudraient peut-être le coup d'être rappelés, même si de fait, ça n'a rien à voir avec le mouvement Black Lives Matter, mais ça permet de comprendre un certain nombre de distinctions à opérer entre la situation aux États-Unis et la situation en France, dont Sarah nous dira dont Sarah nous dira différentes choses dans quelques minutes. Oui, merci Olivier. Alors en fait, moi, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit sur notamment la place des femmes et l'invisibilisation des femmes dans l'histoire, la longue histoire, dans l'histoire du long mouvement pour les droits civiques notamment. Sur la question, pour répondre à la deuxième question, sur la question de la police, en fait, ça a de l'importance parce qu'on est dans une structure qui est très, très décentralisée de la police. Donc, on a un enchevêtrement et tout un tas de types de police, ce qui fait qu'on a beaucoup de mobilisation très locale et qu'il y a c'était un signe politique très fort qu'Obama fasse une task force sur la réforme de la police, mais dans les faits, c'est pas d'un président, c'est pas de l'exécutif fédéral que peut venir le salut de la question des violences opérées par la police, puisque on est vraiment sur déjà sur un État fédéral et puis sur des polices de comté, des polices de ville, etc. Donc, et du coup, les mobilisations, elles se font très, très souvent au niveau même de la police. On est également dans un contexte dans lequel, dans les villes moyennes et les grandes villes, on a des syndicats policiers qui lèvent des fonds, qui peuvent soutenir des candidats, notamment à certains postes de juges, pour les postes de juges pour lesquels les gens sont élus. Là aussi, on a un système judiciaire qui n'est pas du tout le même que pour la France, ce qui fait qu'on a des syndicats de police qui sont potentiellement très, très puissants localement. Donc en fait, on est sur la nécessité d'avoir des mobilisations extrêmement locales, du coup avec des ancrages notamment locaux et territoriaux très forts pour les mobilisations. Et du coup, on a aussi, donc on est dans le Movement for Black Lives, on a des mouvements très récents et puis on a des organisations très anciennes, parce que ces questions de violence, il n'y a pas plus de violence de la police aujourd'hui qu'avant. On est sur une tendance de plus grande militarisation de la police depuis quelques temps, mais en fait, ces problèmes, ils sont juste davantage publicisés, mais ils sont pas plus importants qu'avant. Et du coup, les réponses et les mobilisations à tout ça, ça existe aussi de longue date. Donc, oui, c'est un des enjeux, importants dans le mouvement. Sur ta première question sur ces républicains modérés ou la droite du Parti démocrate, on ne sait comment vraiment les appeler. Je pense que pour beaucoup, et que c'est en fait un sentiment très, très, très largement partagé, on est quand même aux États-Unis sur, je veux dire, toute la rhétorique du progrès en termes de relations interraciales, elle est très forte. Cette idée que malgré tout l'élection de Barack Obama signait une forme d'ère post-raciale, alors on sait bien que pas complètement, mais cette idée-là, c'est cette idée que, et puis le fait même qu'une bonne partie des gens ne voyaient pas, étaient assez partants pour voter pour un président noir. Cette idée que si eux, ils ne sont pas dans des intentions racistes, s'ils sont globalement s'ils ne sont pas dans du racisme ni explicite ni conscient, c'est que quand même globalement ça va mieux qu'avant. Et du coup,
pour ces gens-là, il y a quelque chose de... Le mouvement Black Lives Matter va aussi un peu trop loin. On critique la police, alors que les policiers sont des acteurs très légitimes et appréciés, etc., etc. Donc du coup, on est finalement face à des gens qui ne parlent pas le même langage, en fait, que le mouvement, sont dans une appréhension du racisme, comme le racisme, c'est l'insulte raciste explicite, et c'est pas tout, ce n'est pas l'ensemble du fonctionnement et des institutions, que ce soit l'école, l'hôpital, etc. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui vont voter démocrate, qui vont même ne pas avoir de problème à ce que leur enfant se marie avec un ou une noire, mais qui vont tout faire pour que leur enfant n'aille pas dans une école qui a un pourcentage trop élevé de gamins noirs. Ça, c'est typiquement le cas de New York, à Manhattan. Enfin, il y a une ségrégation scolaire qui est énorme, mais de la part d'un certain nombre de personnes qui, par ailleurs, vont avoir des idées, un positionnement plutôt très progressiste. Donc, Oui, rappelez également que cette ségrégation scolaire à New York, elle date de... Enfin là, c'est pas quelque chose de nouveau du tout, quoi. ouais, C'est ancré dans la géographie new-yorkaise depuis toujours, quoi. tout à fait. Très bien, merci. Alors, il y avait une question, merci donc beaucoup pour ces éclaircissements, Audrey. Il y avait une question donc, émanant de Noémie ou quelqu'un qui est autour. Oui, alors la question c'était, donc d'après la perspective révolutionnaire dont vous avez parlé tout à l'heure, quels seraient les changements radicaux nécessaires pour arriver à une fin du racisme systémique aux États-Unis? Ok, et tu as 15 secondes pour répondre à cette question. Oh, bah, c'est simple, hein, c'est la fin du capitalisme. Enfin, je veux dire, c'est des perspectives révolutionnaires anticapitalistes, souvent. Donc, on est dans des... on n'est pas simplement dans ces perspectives-là, dans le fait d'avoir davantage d'élus ou d'avoir des agendas. On a tout, enfin, là, une grosse partie du mouvement Black Lives Matter en ce moment est sur un travail de lobbying du Parti démocrate, parce que dans un contexte où il n'y a que deux partis, ben, l'idée c'est d'essayer de pousser le Parti démocrate vers la gauche, de faire élire des gens, etc., etc. La perspective dont je parle, qui est extrêmement... qui ne croit pas à long terme, à moyen ou long terme à cette stratégie, et qui pense qu'il faut tout, qu'il faut un genre de table rase, c'est une perspective vraiment révolutionnaire et qui ne croit pas nécessairement à la perspective électoraliste. Malgré tout, dans le contexte états-unien où il n'y a que deux partis, c'est des gens qui, à positionnement à peu près égal, si on regarde la France et les États-Unis, voteront quand même pour le Parti démocrate s'il y a un Trump qui risque d'être réélu, malgré tout. Donc, ce n'est pas exactement le même type de contexte, mais voilà, on est sur ce type de critique radicale. Très bien, merci. Alors, sans oublier non plus qu'avoir davantage d'élus, ça peut vouloir dire aussi dans l'histoire des États-Unis, mais aussi dans l'actualité des États-Unis, que des maires noirs sont élus, et c'est effectivement présenté comme un progrès considérable. Mais si ces maires noirs ou si ces membres donc, du Congrès noir sont élus dans des circonscriptions où il y a une forte majorité de noirs, c'est au moins autant l'illustration d'une ségrégation résidentielle qu'autre chose. Donc ça, c'est aussi un autre élément à prendre en compte avec. Sarah voulait dire, ajouter un élément? Ah, bah, je pensais que tu avais le même. Non. Autant pour moi. Alors, y avait-il d'autres questions avant qu'on passe à la présentation de Sarah, qui fera donc le pont avec, entre la France et entre les États-Unis et la France, sans doute? Oui, non? Bon, très bien, on pourra revenir après sur d'autres éléments si nécessaire. Donc, Sarah, je t'en prie, the floor is yours. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravie d'être là et je suis ravie de savoir aussi que cette Black History Week existe depuis 2 ans et se continue à bien se porter. Alors, je me disais que pour faire la transition avec ce que vient de dire Audrey, on pourrait déjà revenir, si on avoir une espèce de réflexivité sur justement la comparaison franco-américaine et peut-être déjà se mettre en faux par rapport à l'idée que c'est des réalités diamétralement opposées. Je pense que c'est très important d'avoir à l'esprit que même si on s'inscrit dans le long terme, il y a une proximité très grande en fait et déniée entre les contextes états-uniens et les contextes français. C'est important à mon sens de rappeler qu'on a affaire dans les deux cas à des régimes qui sont issus des deux grandes révolutions du XVIIIe siècle, des deux grandes révolutions qui promeuvent l'égalité, tout en s'arc-boutant sur des régimes d'oppression, dans les deux cas d'abord l'esclavage, et puis après sous des formes
différentes après les abolitions de l'esclavage, sur le système colonial du côté français, sur un système colonial en partie aux États-Unis et après autour d'une politique impérialiste. Donc, il y a ce premier parallèle qui doit donner à penser. On est dans les deux cas face à des démocraties libérales qui ont fait le choix d'un présidentialisme très fort, dont on voit aujourd'hui aussi les apories et les limites en matière de vie démocratique. On l'a vu pendant l'épisode Trump aux États-Unis, on le voit aujourd'hui en France avec les formes de dérives autoritaires auxquelles on assiste. Et enfin, il me semble qu'il y a dans les deux cas, malgré tout, une croyance dans l'avènement d'une color blindness, que ce soit donc en France où l'idée d'être dans une république qui ne considère que des citoyens abstraits de toute forme d'affiliation, ou ce qui s'est passé aux États-Unis après notamment l'élection de Barack Obama, donc c'est sur une temporalité plus courte mais qui est révélatrice, l'idée qu'on a eu l'avènement d'une société post-raciale, et donc l'usage de cet argument par certains pour remettre en cause la dimension structurelle du racisme, de même qu'en France, la colorblindness sert à dénier et à occulter les dimensions structurelles et feutrées du racisme. Je pense que là aussi, il y a des éléments de proximité très grands. Donc déjà, peut-être avoir cet élément-là de cadrage pour penser après justement les spécificités, mais aussi les circulations possibles entre ces deux contextes. Après, sur la question, j'hésite un peu entre commencer par l'intersectionnalité et les débats que ça soulève ici aujourd'hui en France, ou au contraire commencer par la question raciale et en venir ensuite à la question de l'intersectionnalité. Mais comme tout à l'heure Audrey disait, qui a fait allusion, je vais peut-être commencer par la question de l'intersectionnalité en refaisant du coup un détour par les États-Unis pour aussi clarifier un peu le débat et mettre en évidence certaines, une méconnaissance certaine de cette construction théorique en fait, cet instrument méthodologique et théorique qu'est l'intersectionnalité. Alors, vous verrez que du coup, implicitement, il y a des réponses aux critiques qui sont faites dans le contexte français en partant de la façon dont cette notion s'est progressivement élaborée à l'intersection justement de débats militants et de travaux d'universitaires. On pourrait dire même, au-delà du simple contexte du XXe siècle dans lequel se forge le terme intersectionnalité, que l'intersectionnalité existe un peu en pointillé, et on pourrait même faire remonter ça à la formule de Sojourner Truth quand elle dit « entire woman », c'est-à-dire elle est noire et elle rappelle qu'elle est aussi une femme, et donc elle invite déjà à penser conjointement ces deux aspects de son existence, enfin, ces deux aspects qui déterminent son existence sociale. Après, si on revient progressivement à la façon vraiment, à la matrice politique et théorique qui nourrit cette démarche et cette réflexion, il y a bien sûr tout le moment Black feminist et le moment où la critique Black feminist se formule, notamment autour du texte du Combahee River Collective de 1977, où vous avez des femmes noires qui vont en arguant à la fois de leur appartenance de classe, les classes populaires, de leur catégorie de sexualité, elles sont pour la plupart lesbiennes, et de leur racialisation, elles sont noires, mettre en lumière les biais et les points aveugles du mouvement féministe mainstream en pointant, je cite, le biais blanc de classe moyenne du féminisme. Donc, vous voyez tout de suite que dans cette première critique qui va après venir nourrir la réflexion intersectionnelle, vous n'avez pas que la question de la race. Vous avez bien sûr fondamentalement la question de la race, mais vous avez avec elle la question de la catégorie de sexualité et la question de la classe. Donc ça, je crois que c'est très important, justement, vu les critiques qui sont faites ou l'eau chaude qu'on réinvente en prétendant qu'en fait on critique l'intersectionnalité parce qu'elle n'introduit que la race. Ça n'a jamais été ça, l'intersectionnalité.
Donc, vous avez cette matrice-là, et après, et donc là, le Black Feminism est très marqué, en fait, par une réflexion qui transpose à la question du genre, enfin, qui ouvre, qui ajoute à la question de la classe, la question de la race et la question du genre dans une perspective qui reste marquée par un cadre, si vous voulez, politique, matérialiste, marxiste. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, l'instrument, l'intersectionnalité, quand elle est vraiment, le mot est forgé par Kimberlé Crenshaw, parce qu'elle s'inscrit, elle, dans la tradition black féministe, mais elle vient plutôt du droit, d'un contexte libéral politiquement, et c'est une des membres fondatrices de ce qu'on appelle la critical race theory, qui est donc un mouvement au sein des critical legal studies, qui est donc un mouvement au sein des études juridiques et de droit aux États-Unis, qui ont d'abord juste fait porter la critique sur le droit comme instrument de domination, pour introduire après une critique sur la dimension, la place des minorités raciales dans l'institution du droit, et notamment sa part de protestation d'étudiants de la Harvard Law School à propos du manque de recrutement, de l'absence de recrutement, même au départ, de professeurs africains-américains dans les départements de droit. Et donc, à partir de là, il va y avoir une critique, et c'est là qu'est introduite d'ailleurs la notion de racisme structurel, parce qu'ils ont face à eux des gens qui se pensent comme ayant été aux côtés du mouvement pour les droits civiques, d'avoir œuvré, qui se pensent pas du tout, qui ne sont pas racistes dans leurs adhésions politiques ou dans leur comportement, mais qui entérinent une organisation raciste de la société et qui amène à faire que sur les postes de profs, ce sont toujours des blancs qui sont engagés. Donc, Crenshaw, elle vient de cette réflexion-là, et c'est au cours de son travail, à la fois comme prof de droit et aussi comme juriste, puisqu'elle a été notamment dans l'équipe de juristes et d'avocats qui ont soutenu Anita Hill dans son procès donc contre Clarence Thomas. Peut-être que je peux rappeler rapidement cette histoire. Donc, Anita Hill était professeure de droit à l'université d'Oklahoma, et elle a eu un moment comme collègue Clarence Thomas, qui était également africain-américain, et qui par la suite a été élu juge à la Cour suprême des États-Unis. Et en fait, Anita Hill, au moment où il y a toutes les au moment de la procédure de nomination de Clarence Thomas à la Cour suprême, Anita Hill révèle qu'elle a été harcelée sexuellement par lui. Et donc, ça crée justement une espèce de clash qui fait apparaître au moment, et donc tout ça, ça se passe en 91, donc au moment, en fait, où Kimberlé Crenshaw a déjà écrit son premier texte sur l'intersectionnalité, celui de 89, et où elle est en train d'écrire le fameux Mapping the Margins, où elle travaille justement sur le fait que les femmes noires victimes de violences ne sont prises en compte ni par les organisations antiracistes, ni par les organisations féministes, et que du coup, en se retrouvant à l'intersection de deux rapports de pouvoir, elles ne sont en fait prises en charge par personne. Et donc, au moment où elle écrit ça, elle est aussi dans l'équipe qui soutient Anita Hill, et où là, la question, encore une fois, d'une division où d'un côté, vous avez les organisations féministes qui soutiennent Anita Hill et les organisations antiracistes qui attaquent Anita Hill au nom du fait qu'elle attaquerait le premier juge noir qui va pouvoir accéder à la Cour suprême, met en lumière la division et la façon dont, en fait, cette division vient renforcer le régime d'oppression globale dont pâtissent non seulement les femmes noires, qui ne sont pas pensées comme étant victimes de violences sexuelles ou de harcèlement, mais plus généralement, les Africains-Américains en général, en tant qu'ils sont il y a un positionnement beaucoup plus difficile à prendre dès qu'on est dans des cas qui, dans ce cas-là, articulent question de genre et question de race. Donc, vous avez ce contexte-là, et donc Kimberlé Crenshaw va travailler autour de cette question. Et quand elle introduit l'intersectionnalité, là, à partir donc à la fois de ce qu'elle observe comme
avocate, comme juriste et comme chercheuse, c'est la façon en fait dont ce qu'on appelle aux États-Unis les identity politics ratent en fait les différences qui traversent les groupes minoritaires. Et que donc elle dit, c'est pas du tout le problème, c'est pas du tout qu'elles appuient trop sur les différences, c'est qu'elles ne pensent pas correctement les différences qui traversent les groupes. Et donc l'idée, c'est de réfléchir plus généralement à la façon dont ces catégories, qui sont des catégories de l'action publique et des catégories qui sont reprises par le mouvement associatif aussi, de séparer les minorités, les femmes, etc., empêchent de penser la situation spécifique de groupes et d'individus qui se trouvent à l'intersection de plusieurs rapports de pouvoir. Alors, en effet, dans le cas sur lequel elle travaille, ce qui saute aux yeux, c'est principalement l'intersection de la race et du genre. Mais déjà, dans Mapping the Margins, les femmes qui sont victimes de violences, elles viennent de classes populaires et elles sont aussi... Alors, il n'y a pas d'organisation de soutien aux personnes de classe populaire. Donc, le terme de la classe n'apparaît pas là dans ce jeu d'exclusion mutuelle, mais elle est là, elle est sous-jacente, et après, elle apparaît dans d'autres textes. Et notamment après, donc vous avez énormément de débats une fois que le terme intersectionnalité est forgé par Kimberlé Crenshaw, et notamment vous avez un débat entre disciplines qui mobilise toutes les critical race studies, mais qui n'ont pas la même démarche, et notamment on va reprocher, à tort à mon sens, à Crenshaw d'avoir une vision très statique et anhistorique de cette position voilà, à l'intersection de plusieurs rapports de pouvoir. Mais en tout cas, ça va ouvrir un grand débat. Il y a même un numéro spécial qui s'appelle Symposium on Crenshaw's Intersectionality, ou un truc comme ça. Et donc, à partir de là, vous avez tout un mouvement critique interne à ces travaux qui va amener justement à des travaux qui vont réfléchir justement à la manière de comment saisir les rapports entre ces différents modes de hiérarchisation sociale, quelles méthodes utiliser, comment utiliser ça dans telle ou telle discipline, etc. Et notamment, il y a tout un pan de recherche qui va introduire une manière de saisir ces questions de manière ethnométhodologique, c'est-à-dire en travaillant de manière vraiment qualitative par des observations et en rapportant ça aussi à des effets vraiment au niveau des interactions. C'est tout le travail qui est lancé par l'article de Candace West et Sarah Fenstermaker, qui s'appelle « Doing a Difference », et où elle montre en fait comment on n'est jamais uniquement une femme, on n'est jamais uniquement ouvrière ou bourgeoise, on n'est jamais uniquement blanche, etc. Et que donc l'idée, c'est de voir comment s'actualise dans des situations concrètes l'interaction entre les différents aspects de notre position sociale. En fait, quand je dis sociale, je dis ça au sens large et pas simplement comme équivalent de classe sociale. Et donc, à partir de là, voilà, il y a tout un travail sur voilà, comment saisir et aussi même comment penser les relations entre, par exemple, classe, race et genre selon les interactions. Comment, à certains moments, le fait d'être de classe bourgeoise, mais d'être racialisée comme noire, racisée même comme noire, d'être une femme jeune, etc., ça va venir, les différents éléments peuvent venir se renforcer. Par exemple, comment, du coup, par rapport aux gens qui vous perçoivent et qui sont... qui appartiennent au groupe majoritaire, eh ben, il y a des dissonances qui vont venir renforcer, par exemple, votre racisation comme noir quand il apparaît clairement que vous êtes d'un milieu bourgeois, que vous êtes en plus une femme jeune, qui a des postes de responsabilité, etc. Là, je reprends un exemple que j'avais justement observé pendant ma thèse, et ça me permet de faire la transition avec le fait de travailler sur la race en France. Je pense que typiquement, quand je prends cet exemple-là, on voit pourquoi c'est important d'avoir aussi cette dimension raciale, enfin de saisir la façon dont les logiques de racialisation agissent, sont à l'œuvre socialement. Parce que, par exemple, dans le cas de cette enquêtée à laquelle j'ai fait allusion là, qui était donc une femme qui avait un poste de responsabilité en préfecture, qui était relativement jeune, qui venait d'une famille originaire de la Martinique,
qui, elle, ne se pensait pas complètement comme noire, mais plutôt comme métisse, mais qui est rapportée à une identité noire par son interlocutrice et sa subalterne, qui, elle, est blanche et originaire de classe ouvrière. Et ben, aux yeux de son interlocutrice, justement, il y a quelque chose de dissonant dans ce qu'incarne cette femme à ce moment-là, entre voilà, la façon dont elle la racialise, le poste qu'elle occupe, son niveau de diplôme, son âge, etc. Et donc, si on manque un de ces éléments, et ça serait pareil, si on manquait le genre là, c'est pas parce qu'on a 2 femmes que le genre disparaît, par exemple, dans l'interaction. Donc si on n'avait plus le genre, il y aurait tout un élément, plein d'éléments qui se perdraient et qui se perdraient aussi sur l'analyse de la racialisation. Parce que cette femme est d'autant plus racisée qu'elle est jeune et qu'elle est femme et qu'elle est bourgeoise, en fait. Tout ça fonctionne ensemble. Donc c'est ça aussi, quand on parle d'intersectionnalité, c'est montrer aussi comment ça se recroise, comment ça s'intrique et comment ça s'intrique toujours de manière contextuelle et situationnelle. Et on pourrait prendre d'autres exemples. Là, je revoyais dernièrement l'article par lequel moi j'ai découvert tout ça quand j'étais en tout début de thèse. C'était en 2005-2006, juste après les émeutes qui ont eu lieu à l'automne 2005. Et je me demandais pourquoi les jeunes femmes n'avaient pas participé aux émeutes de 2005. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je faisais du terrain avec des jeunes en banlieue, dont certains disaient en tout cas avoir pris part aux émeutes de l'automne 2005. Et donc, en discutant avec des hommes et des femmes, je leur avais posé la question. Et bien sûr, si on regarde juste comme ça, si on n'a par exemple qu'une lecture avec le genre seulement, on se dit, bon, ben, les femmes, dans ce qu'elles disent, c'est qu'elles laissent un peu la place aux hommes, et c'est encore une répartition genrée, et puis finalement, ça entérine une espèce d'ordre patriarcal où les hommes vont batailler, puis les femmes les soutiennent derrière. Et en fait, quand on analyse plus profondément le discours de ces jeunes femmes, le contexte général de stigmatisation des jeunes hommes qui sont leurs amis, leurs frères, etc., leurs petits copains, dans un contexte voilà, où c'est le moment où Sarkozy sort le truc sur le Karcher, enfin, vous avez énormément de discours stigmatisants à ce moment-là, et ben, le fait pour les femmes d'accepter à ce moment-là la répartition genrée, tout en apportant un soutien à l'action de ces jeunes, à l'action de leurs congénères, c'est une façon aussi de ne pas entrer dans le piège de la façon dont il y a une racisation sexiste des jeunes hommes. Donc vous voyez, c'est un truc beaucoup plus... ça permet en fait d'introduire de la complexité et de la finesse dans l'analyse, de travailler de cette manière en articulant différents déterminants. Et donc, peut-être, je ne sais pas ce qui me reste comme temps, mais peut-être pour resserrer un peu la discussion et clore mon intervention, c'est pour ça qu'il me semble qu'aujourd'hui, ce qui se joue autour des travaux sur la race, c'est à la fois souvent une incompréhension sur ce qu'on entend par race ou par intersectionnalité, qui tient pour beaucoup à une ignorance des travaux qui existent, que ce soit une ignorance de fait ou une ignorance délibérée. Souvent, le débat est fait à partir de positions qui ignorent complètement les travaux, aussi bien en France qu'aux États-Unis, qui nourrissent ces recherches. Et puis, je pense après, pour parler spécifiquement de la situation française, il y a vraiment, sur la question, pour le coup, de la race, une confusion entre... c'est un peu être ou ne pas être, comme je le dis dans mon petit livre « Race », c'est-à-dire qu'on confond le fait qu'on critique... enfin, on confond l'idée que la race n'existe pas au sens biologique et que donc, en effet, les discours racistes tiennent sur quelque chose qui n'existe pas, mais qu'en même temps, les effets de ces discours, de ces idéologies, des constructions politiques qu'ils ont créées à travers, au fil des années, continuent d'avoir un effet social réel. Et que c'est en ce sens-là que, non pas les races, mais la race, entendue comme un rapport de pouvoir qui vient structurer encore les rapports sociaux, continue d'avoir des effets très forts, des effets de discrimination à l'emploi, des effets de mort, des effets d'exclusion, des effets de maladie. On le voit encore aujourd'hui à travers la façon dont
la pandémie se décline sur un mode qui est aussi racial quand on voit, alors c'est difficile en France de faire apparaître ça, de mettre ça en lumière clairement parce qu'on n'a pas de statistiques qui permettent de voir comment se recroisent justement groupes racisés et pandémie. Mais quand on regarde ce qui se passe par exemple au Royaume-Uni, on voit très bien le lien auquel s'ajoutent d'ailleurs aussi des déterminants de classe, etc. Donc, ou de statut légal, comme sur la question par exemple de l'immigration. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là, puis si vous avez des questions, je peux revenir plus précisément sur certains points. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, Sarah. Je me suis permis de faire deux ou trois références là, peut-être pour un petit peu voilà, préciser, éclairer, ou peut-être des différents trucs qui, j'espère, seront utiles pour les gens qui regarderont le podcast. Les explications sur l'intersectionnalité sont d'une extrême clarté. Donc, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Juste à titre anecdotique et à titre un peu personnel, moi je parlais en cours en fait d'intersectionnalité depuis une dizaine d'années en fait, et aux étudiants à la fois en licence 3 ou en master ici en langue étrangère appliquée, aussi en sciences po Lille. Et en fait, je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, souvent je leur parlais de intersectionality, puis je leur disais voilà, en anglais, je leur disais bon, c'est un mot un peu long. Alors je leur expliquais un peu de quoi il s'agit de façon très très sommaire et de façon beaucoup moins claire que Sarah. Il n'y a aucune flagornerie ou fausse modestie de ma part. Mais en fait, je leur disais, voilà, c'est peut-être pas la peine de retenir, c'est trop long, machin et tout. Et maintenant, je me rends compte que, en fait, un certain nombre d'étudiants, enfin un nombre vraiment croissant d'étudiants connaît le concept. Alors, le mobilise avec plus ou moins de bonheur, hein, mais ça, bon, voilà, c'est un autre problème. Mais il y a une vraie... il y a une véritable connaissance à la fois du concept en lui-même et de ce que le concept recouvre, et aussi un certain nombre une certaine connaissance des controverses parfois franco-françaises que le terme suscite, que je trouve assez intéressant. Et puis voilà. Alors, j'avais pas trop de questions, remarques à faire. Alors peut-être laisser les questions qui peuvent arriver. Là, je ne sais pas s'il y a différentes questions que vous pouvez poser ou oui, non. Donc, on avait une question pour vous. On voulait vous demander si, pour vous, depuis plusieurs années, le mode d'expression et de revendication et de militantisme... Pardon, je recommence ma question parce qu'elle n'était pas très bien écrite. Donc, est-ce qu'on peut considérer que le mode d'expression et de revendication du militantisme autour des discriminations raciales ont réussi à prendre une place plus importante dans les partis politiques traditionnels en France? Alors, dans les partis politiques traditionnels, malheureusement, je n'ai pas tellement l'impression. Je pense qu'on le trouve, il y a quelques partis, mais qui sont plutôt marginaux, qui sont plus favorables à l'intégration de cette dimension dans leur réflexion générale sur l'égalité ou atteindre une société plus juste. Je pense notamment au NPA qui est assez ouvert sur ces questions. Je pense à Génération, qui est aussi un groupe politique ouvert à ces questions, mais qui est très minoritaire. Un petit peu chez les Verts aussi. Mais par exemple, le PS, c'est extrêmement pris dans un cadre de pensée très républicain mainstream, et on le voit, c'est même pas lié là à un durcissement actuel des positions autour de la laïcité, la colorblindness ou des choses comme ça. Si on remonte justement au moment de 2005 que j'évoquais tout à l'heure, au moment des émeutes, le Parti socialiste avait été complètement muet à propos de ce qui n'a rien dit sur ce qui se jouait à ce moment-là dans les banlieues. Il a plutôt participé à un discours général de délégitimation du mouvement mené par ces jeunes hommes, donc avec l'idée que c'était pas politique, que c'était une espèce de cri inarticulé, etc. Alors que dès qu'on parlait avec des jeunes qui avaient participé aux émeutes, on voyait très bien qu'il y avait des revendications, une réflexion sur quels endroits toucher, même si certains ont brûlé les voitures de leurs voisins et ont été critiqués par d'autres de leurs camarades. Enfin voilà, il y avait
il fallait prêter attention en fait à ce que révélait ce mouvement, qui n'a pas été pensé par les partis politiques principaux comme un mouvement politique. Donc non, j'ai pas l'impression et c'est sans doute ça aujourd'hui l'erreur de la gauche, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a tendance à dire, qui est de dire ah oui, la gauche est devenue une gauche identitaire et a perdu ses classes moyennes. Je pense que déjà elle a perdu ses classes moyennes enfin ses classes populaires même, depuis un moment parce que la gauche de gouvernement s'est complètement ralliée au cadre néolibéral. Et donc, c'est ça qui amène à perdre les classes populaires et les classes moyennes, et que par ailleurs, elle devrait se réjouir d'avoir encore des groupes racisés qui votent pour elle, parce que, pour le coup, elle n'a eu qu'une position de surdité à leur position spécifique. Et je pense que la gauche se remettra à... Enfin, il y aura un vrai, comment dire, un vrai réaggiornamento de la gauche le jour où elle articulera des politiques de redistribution économique à une politique de reconnaissance et donc une politique aussi de justice à l'endroit des minorités. Merci beaucoup. Peut-être une autre question, non? Alors, préciser que s'agissant du PS en tant que tel, ça renvoie vraiment à une assez longue histoire de rendez-vous manqués en fait entre voilà ce que tu as appelé les groupes racisés et puis la gauche de gouvernement. Hein. Bon, on renvoie effectivement à la marche de 1983, à la récupération par le Parti socialiste, la création d'SOS Racisme, voilà la gauche et les banlieues. Enfin, c'est pas... Hélas, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il y a vraiment un sentiment d'avoir été abandonné qui traverse maintenant les générations. Hein. Oui, absolument. Et donc, pour enchaîner, alors récemment, on a entendu les termes de racialisation du discours public comme critique négative. Et donc, on se pose la question, est-ce qu'il y a une place systématique à apporter à la notion de classe quand on traite la notion de race? Pareil, Sarah, vous avez 10 secondes. J'ai déjà répondu, c'est-à-dire que les travaux, contrairement aux travaux traditionnels sur la classe qui pensaient que la classe avait la prédominance, les travaux sur la race sont toujours des travaux quasiment intersectionnels au sens où ils ne pensent jamais qu'il n'y a que de la race, mais que la race est toujours prise dans un rapport avec la classe, avec le genre, avec la catégorie de sexualité, avec l'âge, avec le handicap, voilà, avec le statut administratif. Voilà, donc là encore, quand on utilise la race, on fait référence à un rapport de pouvoir abstrait qui va permettre de penser après de manière situationnelle comment ce rapport de pouvoir est à l'œuvre, mais surtout comment il s'articule avec d'autres rapports de pouvoir. Donc la classe est jamais loin, elle est toujours présente en fait. Ok. D'autres questions peut-être? Oui, non? Alors moi, j'avais peut-être une petite question par rapport à la façon dont une partie du débat public est polluée par des mots, des expressions un peu iconiques qu'on se renvoie comme ça, comme dans une sorte de ping-pong rhétorique un peu ridicule des fois. Et comment tu approches la notion de privilège blanc, de white privilege, et comment est-ce que ça, dans quelle mesure est-ce que ça d'une certaine manière, ça exacerbe encore plus les tensions, les confusions, voilà. Comment tu approches alors pas seulement cette catégorie en tant que telle, mais surtout la façon dont cette catégorie est instrumentalisée dans le débat public, quoi. Là encore, c'est-à-dire que je pense que dans la façon dont on reçoit, la façon dont on reçoit l'expression white privilege est emblématique de la manière de la réception et de la façon dont on instrumentalise des termes qui viennent du débat américain. Et où, en fait, paradoxalement, quand on revendique une espèce de francité en opposition aux États-Unis, on entérine aussi une espèce de position de domination. Parce qu'au lieu d'essayer de réfléchir à la façon dont cette expression peut faire écho à quelque chose qui serait propre à l'histoire politique française et à la situation actuelle française, on monte tout de suite sur ces grands chevaux pour dire « Ah non, ça c'est les États-Unis, ça n'a rien à voir, etc. » Moi, je pense que white privilege, ça dit vraiment quelque chose de réel sur les rapports de racialisation. Ça ne veut pas dire que tous les blancs sont privilégiés au sens économique
au sens de la classe, mais que être blanc dans l'organisation générale du monde, vu l'histoire qui a été celle de l'Occident dans son rapport avec les autres, être blanc, ça donne quand même un privilège que les groupes qui sont issus des histoires racistes et coloniales, je sépare les deux, et même si les deux se recroisent pourtant aussi, continue de ne pas avoir. On n'a pas la même facilité, un niveau de salaire égal, et on n'a pas la même facilité pour trouver un logement aujourd'hui quand on est catégorisé perçu comme blanc ou perçu comme noir, par exemple, ou perçu comme arabe si on est en France, ou comme latina ou latino aux États-Unis. Donc, je crois que, et c'est là où, par ailleurs, je pense que on pourrait réintégrer ça, et c'est ce que je défends dans mon livre, on pourrait réintégrer la notion de privilège blanc à l'histoire de la notion de privilège telle qu'elle a été politisée par la Révolution française. C'est-à-dire que la notion de privilège à l'époque, elle faisait référence à une position sociale qu'on héritait par le sang, enfin dont on héritait. Et là, c'est et donc là, ça touchait la question finalement de ce qui va après s'appeler la classe sociale. Là, on peut montrer que sans se prononcer sur, encore une fois, les conditions et les moyens socio-économiques dont peuvent ou ne peuvent pas bénéficier certaines personnes catégorisées comme blanches, il n'en demeure pas moins que du fait de leur participation à la condition blanche, elles héritent d'un avantage social dont ne bénéficient pas les membres d'autres groupes. Et donc voilà, c'est typiquement ça. Mais le problème, c'est que dans le débat français, ces termes qui viennent des États-Unis, au lieu de faire l'objet d'une appropriation et d'une transformation, enfin d'une réelle importation, avec donc ce que ça suppose de transformation et de réappropriation, sont toujours utilisés comme des espèces d'épouvantails normatifs qui empêchent de penser la question locale. Merci beaucoup. Alors, d'autres questions peut-être? Oui, pour Sarah Mazouz, dans votre ouvrage, vous parlez de la différence entre la reconnaissance du racisme en France et aux États-Unis. Vous avez notamment mentionné le fait qu'aucune institution culturelle en France n'a prêté son soutien au mouvement Black Lives Matter, alors que ça a été le cas au MoMA aux États-Unis, et par un autre musée au Royaume-Uni, alors que Johnson ne semble pas beaucoup plus à gauche que Macron. On voit qu'il y a une grande différence de reconnaissance des événements entre ce qui se passe en France et aux États-Unis. Ici, les termes de white privilege, colorisme, racisé par exemple, viennent tout juste d'arriver dans l'espace public. Peut-on vraiment dire, comme nous le laissent penser les personnalités médiatiques, qu'il y aurait vraiment moins de racisme en France qu'aux États-Unis? Et le racisme n'y serait-il pas tout aussi présent, mais caché par l'universalisme républicain qui ne prétend pas voir les couleurs? Oui, il n'y a pas la même histoire raciale. Il n'y a pas eu une ségrégation, en France hexagonale en tout cas, il n'y a pas eu un système de ségrégation inscrit dans la loi. Voilà. Après, il y a quand même eu une histoire qui a mobilisé la catégorie de race par l'État, en mobilisant la catégorie de race en un sens raciste, à l'époque de la Troisième République, si on pense aux colonies. Je sais pas moi, vous avez tout le travail d'Emmanuel Saada sur les métis en Indochine qui montre justement comment ces personnes qui étaient de père français et de mère indochinoise à l'époque vietnamienne, en fait, aujourd'hui, étaient pensées comme français par la race. Donc vous avez tout ce travail-là. Et puis, vous avez après, en effet, toute l'organisation dans le code de l'indigénat aussi, il y a une structuration des rapports des sociétés coloniales, avec aussi cette peur de franchir les barrières raciales, de peur des couples mixtes, etc., qui est voilà, une pensée tout simplement fondée sur la race en un sens raciste du terme. Et puis bien sûr, vous avez l'épisode aussi de Vichy qui arrive là et qui montre, pour le coup, en France hexagonale, la facilité avec laquelle une politique raciste a pu se réactiver. Donc certes, ce n'est pas la même histoire, mais elle n'en demeure pas moins une histoire aussi marquée
par le racisme et les réactivations constantes de la question raciale. Je ne parle pas non plus du moment de la guerre d'Algérie, par exemple, qui est entièrement imbibé de cette question. Donc, en effet, il y a une distinction, il faut prendre en compte l'histoire, mais comme vous le dites très bien, dans le cas français, il y a la croyance, il y a quelque chose de beaucoup plus contenu, et la croyance qu'il y a une espèce de colorblindness atteinte parce que la République serait aveugle justement aux affiliations personnelles, aux origines, ne reconnaîtrait que des citoyens, alors que ce qui est paradoxal, c'est justement que cette croyance en la réalisation d'une société colorblind, en fait, vient mettre en droit celles et ceux qui pensent réaliser parfaitement cette colorblindness, ça les met en droit de pouvoir particulariser celles et ceux qui se pensent celles et ceux qui le perçoivent comme étant différents. Et donc, dans cette posture d'abstraction de l'universalisme républicain, il y a de manière paradoxale ça va avec le fait de se sentir en droit de particulariser. Donc, il y a toujours un geste de particularisation qui se manifeste dans le fait même de s'actualiser comme étant universaliste, un parfait universaliste. Et donc voilà, oui, tout à fait. Et tant qu'on sera dans cette situation, et moi je pense qu'aujourd'hui, alors ça vient peut-être des gens qui connaissent un petit peu quand même l'intersectionnalité, mais l'aiguillon qui vient énerver tout le monde là en France avec l'intersectionnalité, c'est que je pense que l'intersectionnalité, notamment dans sa part politique, c'est-à-dire comment à partir de ce constat de recroisement, de la nécessité de recroiser les formes de rapport de pouvoir auxquelles les uns et les autres peuvent être soumis, on essaye de construire des causes communes. Je pense que c'est justement un moyen de créer du commun sans avoir à passer par l'abstraction universalisante chère aux républicains mainstream. Très bien, merci beaucoup. Une autre question peut-être, oui, non? J'ai peut-être une question pour vous trois, un peu, autant aux États-Unis qu'en France. Peut-être question classique, mais qu'est-ce que vous répondez quand on parle de victimisation? Moi, je suis sûr qu'Audrey a des choses fascinantes à dire là-dessus. Je te mets pas la pression. Oui, non, alors, il y a plusieurs choses. C'est que la catégorie de victime dans l'espace politique français, ça vient pas des mobilisations de minorités ou de mobilisations de racisés. Il y a effectivement la question, il y a plusieurs choses. Il y a des travaux très intéressants sur la manière, par exemple, dont on a pu cadrer la question des accidents de la route à partir de la catégorie de victimes, à partir du début des années 80, comment c'est devenu en fait une modalité importante d'intervention, de politisation des enjeux, et enjeux extrêmement multiples. Hein. Donc, il y a ça. De manière générale, la catégorie de victimes qui est présente et qui émerge il y a déjà quand même plusieurs décennies. Et par ailleurs, il y a effectivement quelque chose qui se passe dans les mouvements, notamment les mouvements antiracistes, qui est, et puis dans les mouvements qui vont être désignés comme des mouvements autour de la mémoire, des mobilisations mémorielles, etc., qui va être la question de écrire sa propre histoire soi-même, donc raconter sa propre histoire, se mobiliser pour soi, et donc on a ce genre de perspective qui se transforme et qui va venir quasiment, un peu parallèlement à cette question de écrire pour soi, c'est-à-dire faire aussi moi je connais bien le cas de la mobilisation autour de la mémoire de l'esclavage, qui va être dans le cas d'un événement passé traumatique et douloureux, mais qui n'a pas ces victimes directes qui sont encore là, qui sont encore vivantes, mais ça va être de cadrer les enjeux de manière à montrer que la situation qu'on vit actuellement, elle est liée à cette situation historique, et donc qu'on est aussi victime, même si on n'est pas une des victimes directes. Donc du coup, l'histoire de la catégorie
de victimes, elle est un peu plus complexe et un peu plus intéressante que ce qu'on voit dans le débat public, mais que de manière générale, effectivement, on a dans la critique d'un certain nombre de mouvements et de mobilisations des termes comme ça, un peu clichés, vous vous victimisez, euh, c'est de la concurrence victimaire, etc., etc., et qui sont en fait, du point de vue académique, alors quand c'est des collègues qui mobilisent ça, moi je trouve ça complètement terrible parce que c'est quand même ne pas parvenir à penser la fabrique sociale de la mémoire, fabrique sociale d'un certain nombre de choses que de dire concurrence victimaire, c'est un peu comme devoir de mémoire, enfin je veux dire, c'est pas de... On ne peut pas faire des sciences sociales et utiliser ces termes-là. Et puis dans le débat public de manière plus générale, c'est effectivement une manière de délégitimer sans comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre dans à la fois la dénonciation du racisme ou la lutte contre le racisme, ou ce qui se joue même dans les mouvements dans lesquels la question de la construction d'une identité collective est importante, qui vont être de manière très caricaturale dînée comme des mouvements identitaires, de l'identitarisme, etc., et qui sont généralement aussi beaucoup plus compliqués et complexes, sont jamais, enfin, derrière l'identité, il y a toujours tout un tas de choses. C'est une manière, voilà, effectivement, de délégitimer des formes prises par la politisation, en fait. C'est de dire cette manière-là de politiser l'enjeu, ce n'est pas une bonne manière. Ça victimise, sans regarder effectivement à la fois tout le travail de réflexion, de montée en généralité qui peut être opéré par les mouvements et les acteurs militants ou politiques. Merci. Alors, j'ai eu très peur que tu donnes des noms lorsque tu as dit, quand j'entends certains collègues, parce que l'événement, en l'occurrence, est en train d'être enregistré. Donc ça peut, voilà. Juste un élément rapide et historique par rapport aux États-Unis et par rapport à ce qu'on pourrait appeler, en tout cas, une opposition noir-blanc, en fait. En anglais, on dirait black-white binary, quoi, hein, par rapport à ces enjeux de victimisation, donc dans la question que vous posez. Ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est qu'on a beaucoup aux États-Unis de personnes blanches qui entrent dans les catégories qu'on appellerait des white ethnics, donc qui ne sont pas elles-mêmes des WASP et qui sont en fait descendantes d'Italiens, d'Irlandais, de Polonais, de Grecs, et qui vont, en tout cas dans les années 70 et 80, bien participer à ce débat en disant, voilà, moi je n'ai jamais, bien évidemment, je n'ai jamais, I never owned any slaves, j'ai jamais été propriétaire d'esclaves, et mes ancêtres eux-mêmes ne l'étaient pas. Ils sont arrivés à Ellis Island en 1890, en 1900, 1910. Donc, nous, on n'a absolument rien à faire avec l'esclavage. Et ce qu'ils vont faire aussi, parfois, ces personnes-là, ce qu'elles vont faire, c'est de participer d'une certaine manière aussi à ce qu'on appellera rapidement, effectivement, ou ce qui a pu être appelé une surenchère victimaire, en disant moi, mes parents ou mes arrière-grands-parents ont été traités comme des moins que rien lorsqu'ils sont arrivés à Ellis Island. Et donc, voilà, justement, il y a cette... ce qui est important à prendre en compte, c'est que parmi les personnes qui font le plus de bruit contre ce type de mobilisation dont parlait en fait Audrey, il y a souvent ces catégories spécifiques en fait parmi les Blancs aux États-Unis de gens qui ne sont pas WASP et dont l'histoire, dont les trajectoires familiales finalement n'ont absolument rien à voir avec l'esclavage, quoi. Je ne sais pas si ça vous est utile, cette référence, mais voilà, je voulais l'ajouter quand même. Alors, Sarah, peut-être ? Non, moi, j'ajouterais juste que l'idée de victimisation, elle est souvent mobilisée pour justement délégitimer et ne pas reconnaître le statut de victime. C'est-à-dire qu'on a envie de dire à ces gens, en général, déjà reconnaissez les groupes comme victimes, et puis après, on verra s'ils se victimisent. Donc voilà, c'est vraiment une stratégie rhétorique de disqualification d'une revendication politique. Oui, il y a aussi, sous-jacent dans ce type de discours, il y a aussi l'idée que voilà, les minorités, au lieu de manifester, au lieu de faire du bruit, devraient travailler, devraient être réactives, devraient être résilientes, devraient créer leur entreprise. Enfin, je me trompe en disant ça, j'ai l'impression qu'il y a souvent ce type de discours sous-jacent là-dedans, quoi. Oui, tout à fait. Et puis moi, j'ai l'impression, c'est un peu pareil, même quand on entend ce qui se dit en ce moment sur la question raciale, c'est-à-dire que dès que des groupes qui ne sont pas censés se faire entendre commencent à se faire entendre, on trouve déjà que c'est trop.
Et de la même manière, quand vous avez des questions qui ne devraient pas apparaître, qui gênent certaines positions acquises qui apparaissent, ben d'un seul coup, on trouve que ça fait trop. C'était pareil quand il y a eu la question des discriminations raciales, quand on a émergé dans les politiques publiques françaises. Ouais, il y avait plein de gens qui disaient ah ben on fait plus que les discriminations raciales, c'est beaucoup trop, alors qu'on en a parlé pendant 3 ans, sans nommer réellement la question. Donc ça, c'est aussi, je pense, vraiment des positions. Ça dit beaucoup sur celles et ceux qui expriment ces positions et sur justement le type de position de pouvoir qu'il et elle occupent et qu'ils sentent menacés. Très bien, merci. Alors, on peut peut-être s'arrêter là, si ça vous va? Oui? Non. Alors, il ne me reste plus qu'à donc remercier bien évidemment Audrey et donc Sarah pour leur participation aujourd'hui à ce podcast donc dans le cadre de la Black History Week donc de Sciences Po Lille. Merci donc aux organisatrices et aux organisateurs de l'événement. Et puis, je ne manquerai pas donc de vous faire parvenir le lien Zoom avec l'enregistrement, le code et tout. Il n'y a rien de plus facile et c'est effectivement assez intéressant et j'espère agréable de retomber sur la conférence elle-même. Voilà, merci. De la part de David, merci à tous d'être venus également. Merci. Merci, au revoir. Est-ce qu'on sait quand est-ce que vous allez diffuser ça? Du coup, sur la semaine ouais, dans la semaine du 22 au 28 février, donc on vous dira quand on aura la date exacte de diffusion, mais oui, on vous enverra un petit